Ben, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole ici au nom du CERDOTOLA et de pouvoir dire un mot au nom du secrétaire exécutif du CERDOTOLA à la suite de la représentante Madame le ministre. Et je crois que le décor a été bien planté hier et les sujets qui sont abordés, je peux me lever. Donc je dis que je me réjouis de prendre la parole au nom du CERDOTOLA. Le secrétaire exécutif du CERDOTOLA m'a chargé de représenter l'institution déjà à la cérémonie d'ouverture de la conférence hier. Et je me réjouis également que nous puissions intervenir ce matin à la suite de la représentante de Madame le ministre. Et les sujets qui sont abordés sont des sujets qui touchent les missions et le mandat du CERDOTOLA. Et de ce que j'ai retenu, n'est-ce pas, de ce qu'elle a si bien expliqué, c'est d'attirer l'attention, n'est-ce pas, des majestés, femmes chefs, de la femme en général, sur des confusions qu'il y a souvent eu dans les notions de genre ou de sexe, parfois d'égalité pendant qu'on parle de complémentarité, et surtout de relever un certain nombre d'éléments de comportement, de relever un certain nombre de pratiques traditionnelles qu'il faut observer et que les chefs femmes ou les chefs en général ou les femmes particulièrement peuvent encadrer, n'est-ce pas, au niveau de la famille. Et je pense que ces informations-là devraient nous orienter pour les prochains sujets à traiter par le réseau de transmission des valeurs. Si le thème de cette année portait et mettait à l'honneur les femmes chefs, il n'en demeure pas moins que les missions de l'association sont de transmettre les valeurs. Et Madame le ministre, représentée ici, a attiré l'attention sur le rôle important qui est celui des femmes chefs dans la transmission des valeurs, dans la formation du caractère, n'est-ce pas, des enfants. Comme vous savez, pour définir parfois brièvement la personnalité d'un individu, on dit qu'elle est constituée de quelques particularités. On reconnaît la particularité physique ou somatique, mais juste après vient le caractère, que l'on appelle le caractère, la caractéristique conative. On forme le caractère de l'enfant. Donc, on peut avoir les enfants qui sont dits têtus, qui sont dits vaillants, qui sont dits dociles, mais cela relève du type, n'est-ce pas, d'éducation qui leur a été réservée. Et on sait que les personnes ou le parent le plus proche de l'enfant, généralement, c'est la mère. Donc, les femmes doivent contribuer, ou du moins c'est dans leur rôle, de contribuer à la formation du caractère de l'enfant. L'enfant qui sera adulte et dont le comportement se reflétera dans ses agissements quand il sera grand. Donc, après les caractères physiques, somatiques, cognitives dont le caractère, il y a les facultés cognitives d'un enfant. Et on sait que l'enfant qui commence à grandir peut désigner des choses, peut appeler des personnes, peut former des phrases. Et cela, l'enfant puise dans son environnement pour construire le langage, pour échanger avec la société. Mais c'est auprès de la mère que l'enfant apprend à s'exprimer. C'est pour ça qu'on parle de langue maternelle. Alors que le père est dans la maison, mais on parle beaucoup plus de langue maternelle parce que c'est la mère qui commence à dire à l'enfant, voilà, ceci s'appelle ça, pour demander de l'eau à boire, pour demander à manger. Et l'enfant puisant dans son milieu va commencer à apprendre à parler. Et donc, c'est l'une des missions du CERDOTOLA de promouvoir les langues et particulièrement les langues africaines. Et donc, les femmes, les chefs particulièrement sont interpellés puisque notre société s'éloigne, les valeurs se perdent et si on va regarder, on verra que il revient beaucoup plus au moment que si elles sont attentives, si elles jouent bien leur rôle, nos valeurs seront préservées. Donc les valeurs en commençant par la langue. Et c'est dans la langue qu'on peut
donner à l'enfant la connaissance, la sagesse. C'est à travers la langue qui est la monnaie, n'est-ce pas, d'échange des choses, d'échange des savoirs. C'est la langue qui est cette monnaie-là qui permet d'échanger, qui permet déjà d'interpeller, qui permet de s'exprimer, de dire de quoi on souffre, ce dont on a besoin. Sans la langue, on ne peut pas. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans la contrainte de pouvoir utiliser une langue d'emprunt. Parce que les langues de nos mères, n'est-ce pas, n'ont pas été assez valorisées, n'ont pas été codifiées, n'ont pas pu s'insérer dans les programmes scolaires. Donc, à ce niveau, les femmes chefs, la mère en particulier et la femme de façon générale, est interpellée sur la nécessité, le rôle, l'importance cruciale de la transmission, n'est-ce pas, de cette valeur-là. Donc, ça c'est pour former la dimension cognitive de la personne. La langue et le langage sont très importants. Le langage, que ce soit la langue parlée ou les gestuels pour expliquer donc. Et ce sont les mamans qui forment. Parce que même la femme chef, elle doit avoir une certaine attitude qui démontre sa prestance, l'assurance. Alors, si elle n'a pas été formée au niveau de son caractère, au niveau de l'assurance, de la confiance en soi, à travers la langue et surtout par la mère qui rappelle à l'enfant que tu es fort, dois résister, tu es né, tes parents étaient ceci. Donc l'histoire de la lignée peut contribuer à rendre un enfant fort et fier de lui. Et ça doit se faire à travers, n'est-ce pas, l'éducation de l'enfant, à travers les causeries qu'on peut tenir dans la famille, à travers ces causeries-là qui doivent être de plus en plus revalorisées, puisque aujourd'hui, dans les familles, on se contente de laisser le mur, n'est-ce pas, la vitre ou l'écran former les enfants. Et au lieu qu'on dise aux enfants les contes de Koulou la tortue, on laisse les enfants plutôt s'initier aux mangas, qui sont les contes et légendes des autres. Donc il revient aux mamans, il revient aux chefs, femmes chefs en particulier, de ressortir et de rappeler, n'est-ce pas, ces éléments, les expressions de sagesse, les contes, les légendes, les nôtres, quitte à ce qu'on trouve par la suite comment les rendre, les industrialiser, les transformer sous forme de films pour pouvoir les projeter aussi dans les dessins animés qui seraient des dessins animés avec comme acteurs nos mamans qui disent encore cette histoire autour du feu. Ces mamans qui aiguisent encore la sagesse des enfants à travers les proverbes, à travers les contes, à travers les devinettes. Ce sont ces valeurs sur le plan cognitif qu'il faut revaloriser, réveiller. Donc, l'autre dimension de la personnalité, qui est la dimension affective, c'est-à-dire les relations que les uns ont avec les autres dans la société. Et c'est pendant que l'enfant grandit qu'on lui dit à la fille que toi tu ne dois faire que ça. Parce que l'homme, le garçon, c'est lui qui sera le chef de la famille, c'est lui qui fera ceci. Et de cette manière, on oriente les enfants vers un rôle qui sera le rôle défini désormais comme celui de la femme, comme celui de l'homme. Et malheureusement, dans la formation du caractère de l'homme, on arrive à pousser les garçons à devenir violents. Et c'est à ce niveau que Madame la ministre a soulevé, n'est-ce pas, cette thématique de la masculinité positive. Donc, dans le cadre de la retransmission ou de la transmission des valeurs, on doit identifier les éléments qui permettent aux garçons d'être respectueux, n'est-ce pas, vis-à-vis des filles, aux parents, de former des filles qui grandissent dans la fierté de soi, dans la fierté de leur identité, et de ne pas considérer que leur sexe leur confère, n'est-ce pas, une attitude ou un rôle de second dans la société. Et donc, je ne vais pas pousser très loin. Nous nous trouvons dans un environnement religieux, spirituel. Il y a la 5e dimension de la personnalité qui est la dimension spirituelle ou la dimension morale. Et c'est à ce niveau qu'on enseigne les interdits, les tabous, un certain nombre de choses. Et Madame la ministre rappelait aussi qu'il peut y avoir des abus, n'est-ce pas, sur certains rituels, des pratiques qui sont liés à ces valeurs traditionnelles et coutumières, notamment sur l'incision dans certaines régions, sur le veuvage, sur l'attribution des héritages, dont notamment les femmes qui sont souvent inaccessibles
à la terre. Et je crois que les femmes chefs sont celles qui sont privilégiées, puisque étant chefs, elles héritent aussi du patrimoine du père qui était chef ou de la communauté qui leur a réservé un espace. Mais les autres femmes qui ne sont pas chefs, puisqu'elles sont allées chez les maris, n'ont pas droit toujours à la terre. Donc c'est des questions qu'il faudrait toucher dans le cadre de la retransmission des valeurs. Essayer d'étudier s'il peut avoir au niveau de tradition peut-être des réformes pour arrimer certaines coutumes aux lois, de sorte qu'on puisse, en partageant le patrimoine familial, préserver une partie aux femmes, si ce n'est à leurs garçons, pour que certains puissent bénéficier, n'est-ce pas, de l'héritage de leurs parents. Donc, moi, je vais, pour chuter, entrer un peu dans ce qui apparaît comme une recommandation. C'est-à-dire qu'au sortir de cette première édition, il serait bon de donner une orientation pour la future édition du colloque du Redva. Si celle-ci était consacrée aux chefs traditionnels, il faudrait donc revenir sur la mission qui est la mission du réseau, qui est de transmettre les valeurs. On aura relevé ici, parmi les valeurs, j'ai échangé avec la présidente, au fur et à mesure, on prenait les notes, n'est-ce pas, quand la représentante de la ministre parlait, que les valeurs à transmettre, par exemple, on a à transmettre les valeurs traditionnelles positives. Et ces valeurs traditionnelles positives, on devra débattre de ces questions. C'est-à-dire que cette édition, on donnait la place et on mettait de l'emphase sur le rôle des femmes chefs. Mais à la prochaine, on doit maintenant prendre les valeurs à transmettre, qu'on doit arrêter, c'est-à-dire sélectionner un certain nombre de valeurs et commencer à y travailler pour qu'au prochain colloque, qu'on puisse présenter les résultats, qu'on puisse élaborer des programmes et des projets qui permettent de transmettre ces valeurs. Parmi lesquels il y a la transmission. Donc parmi lesquels il y a par exemple la langue, c'est-à-dire que la langue maternelle. Au prochain colloque du Redva, que ce soit le colloque Redva portant sur la transmission des valeurs d'honte, notamment la langue maternelle, la paix et le vivre ensemble, comme tant on sait combien notre pays est en difficulté avec des conflits dans certaines zones. Et il y a la non-violence à destination des jeunes. Il y a la masculinité positive pour qu'il n'y ait plus des inégalités, n'est-ce pas? Et ça, je crois qu'à ce moment, on peut avoir des ateliers, non pas qu'on fait venir des conférenciers, mais plutôt que des ministères et des départements spécialisés puissent tenir ces ateliers pour communiquer autour. Par exemple, le CERDOTOLA, la CIL ou autres peuvent communiquer sur la langue, la transmission des langues maternelles avec les ministères concernés. Le ministère de la femme et de la famille, c'est ça? Oui. On aura le REVAC. De la promotion de la femme et de la famille pourra donc promouvoir un certain nombre de valeurs qui ont été identifiées et qui sont débattues de nos jours au niveau de l'Union africaine et de l'ONU et avec l'UNESCO ou autre. Donc l'autre valeur, ce serait la paix, on a et dit vivre ensemble, la médecine. La masculinité féminine positive, la médecine traditionnelle. Quand on sait que pendant la période de Covid, par exemple, c'est avec nos décoctions, n'est-ce pas, qu'on a pu se sauver. Il serait bien que le réseau de transmission des valeurs puisse identifier un certain nombre de recettes, n'est-ce pas, de grand-mères qu'on peut partager. Et vous voyez bien que les sujets que nous soulevons, que ce soit de langue maternelle, de paix et vivre ensemble, de pratiques positives des traditions, dont notamment avoir des échanges sur les questions de l'incision, sur les questions de veuvage, sur les questions de l'accès au foncier par les femmes, sur les questions de mariage forcé, sur les questions de travail des enfants, l'exploitation des enfants, sur les questions d'assistance aux personnes âgées. Quand vous savez que dans certaines sociétés, quand on vieillit, on prend les gens, on va les partir dans un endroit, tandis que ici dans notre chefferie, dans les chefferies, on développe toute une autre idéologie. Et ça me permet de toucher un mot sur deux points. Par exemple, les orphelinats et les prisons. Quand vous allez dans les villages, ça n'existe pas les orphelinats et les prisons. Quand vous retournez dans l'histoire, ça n'existe pas les orphelinats. Si un enfant est dans la rue, on doit l'accueillir dans une famille et non aller isoler les enfants, soi-disant parce qu'ils n'ont pas de parents ou autres, dans un espace où on vient souvent jeter des choses, des aides comme on jette aux chiens, n'est-ce pas?
Dans notre tradition, ça n'existe pas. Donc nous devrons revaloriser cette pratique qui consiste à adopter des enfants qui sont en difficulté, les garder dans nos familles pour qu'il n'y ait pas. Et aussi pour les prisons. Vous voyez par exemple que dans notre société, avec des opérations comme épervier ou autre, il y a un certain nombre de certaines personnes qui ont eu de l'indélicatesse avec les ressources de l'État, sont des personnes valides en prison. Quelqu'un qui était ministre hier et le lendemain est en prison. Et c'est pourquoi la personne est en prison, les biens qui ont été détournés, on ne sait pas où ça se trouve. Des années passent, c'est une double perte. Alors que si on avait regardé un peu au niveau de nos traditions, on aurait pu faire les jugements même publics des personnes que toi tu as mal fait, tu as fait ci, etc. Mais ramène ce qu'il y a là pour qu'on puisse évoluer. Mais on a des commissions qui doivent lutter contre cela. C'est des dépenses en plus, l'argent qui a été pillé, on ne sait pas. Donc on peut aller dans nos traditions, ressortir un certain nombre d'éléments de palabres. Par exemple, pour voir comment on peut juger un certain nombre de problèmes pour faire évoluer notre société. Bon, voilà ce que j'ai pu relever et qui pourrait entrer, n'est-ce pas, dans le cadre des recommandations. Et de féliciter cette initiative du REDVAC parce que le problème, c'est souvent de commencer, n'est-ce pas? Le plus difficile, c'est de commencer. Et de vous remercier parce que dans une salle de conférence, ce n'est pas le nombre, c'est aussi parfois, même si on ne le dit pas, c'est la qualité. Oui. N'est-ce pas? Quand vous trouvez, je vois des majestés qui étaient là hier, des personnes qui étaient là. Le truc, c'est d'écouter et de porter le message. C'est-à-dire que quand il y a peu de personnes, ça veut dire le peu de personnes là, c'était les ambassadeurs. C'est comme madame, la ministre qui est ici, n'est-ce pas? Représentée. Qu'elle soit l'ambassadrice du REDVAC. Qu'elle dise que si elle connaît les difficultés de son ministère à faire réaliser certains programmes, et comme elle a si bien porté le message ici, et que le REDVAC s'en approprie, le REDVAC peut donc aider le ministère à travers les femmes à réaliser un certain nombre de choses, et c'est notre pays qui gagne. Et que chacun qui est dans la salle rentre dans son coin comme ambassadeur de ce qui a été fait ici, et que nous, on ne se contente pas de regarder les difficultés qu'on a rencontrées au cours de cette première édition, mais de voir, pas où on est tombé, mais de regarder, de pouvoir se lever et de regarder devant, de voir là où on n'a pas pu réussir, de savoir comment corriger la prochaine fois. Et comme il s'agit des chefs, les chefs, c'est des personnes qui doivent juger avec de la hauteur, doivent avoir le sel, comme on dit, se contrôler, mais aussi pardonner et regarder de l'avant. Donc de demander à la présidente, qui a certainement eu des difficultés, mais c'est ce qui arrive quand on organise une chose pour la première fois. Je vous remercie.